Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal série d'audience à Koulouba. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu successivement Louis Michel, chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, et le gouverneur de la BCEAO. Le premier a soumis au président le rapport préliminaire des élections législatives d'hier et le second est venu faire le point des activités de la BCEAO. Garibou Pérou, compte rendu. Le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne est venu faire le compte-rendu de ses observations au scrutin de dimanche dernier. Louis Michel a par la suite exprimé son message de soutien et d'encouragement aux autorités maliennes pour leur grande réussite dans la conduite de ces élections. Premier à être reçu par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, il souligne que notre pays a retrouvé rapidement son rang de modèle démocratique à travers le monde. Je suis venu apporter la déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale de l'Union européenne et je suis venu dire au président que désormais, à nos yeux, la démocratie était de retour au Mali, que les institutions allaient être en place et que donc toutes les conditions étaient réunies institutionnellement, en tout cas pour s'attaquer aux défis. Dernière personnalité à être reçue par le chef de l'État, le gouverneur de la BCEAO. Il a indiqué que son entretien avec le président de la République a porté sur les activités de la BCEAO. Le gouverneur a souligné sa volonté de renforcer davantage les relations qui lient notre pays et la BCEAO. Il souhaite voir cette institution financière apporter son soutien aux pays africains en général et au Mali en particulier. La BCEAO est la banque centrale du Mali, comme elle est pour les 7 autres États. Il ne s'agit pas d'un partenariat, c'est la Banque centrale du Mali. Et en tant que tel, le gouverneur, qui est représenté sur place par le directeur national, doit de temps en temps venir faire le point avec le président de la République, avec les hautes autorités, sur les actions de la Banque centrale et sur, d'une façon générale, la gestion de la monnaie. Si Louis Michel, chef de la mission d'observation électorale, a insisté sur les grands défis à réaliser par le Mali, grands défis qui s'appellent réconciliation nationale, lutte contre la pauvreté et redressement économique, le gouverneur de la BCEAO rassure que son institution prendra en compte dans son programme ces différentes préoccupations. Il souligne que notre pays amorce de grands progrès économiques et sociaux qu'il faut soutenir à tout prix. C'est demain que démarrent les travaux du barrage hydroélectrique de Goïna. Cet ambitieux projet vise à augmenter les capacités énergétiques des États membres de l'OMVS. Les chefs d'État des pays membres de l'organisation sous-régionale vont donc procéder à la pose de la première pierre du barrage hydroélectrique dont les travaux coûteront 210 milliards de nos francs, financés par un prêt consenti par la Banque Import-Export de Chine aux pays membres de l'OMVS. Mamari Kone. Situé à environ 80 km en amont de la ville de Kaye, le barrage de Gouinan devra donner un nouveau souffle dans la production d'électricité. Sa réalisation intervient à un moment où le secteur de l'énergie des pays membres de l'OMVS est de plus en plus dépendant des importations d'hydrocarbures. L'ouvrage qui va être réalisé est le fruit donc d'une coopération entre les États membres de l'OMVS et la République populaire de Chine. Et donc pour construire sur ce site un barrage et une centrale d'environ 140 MW et qui va également injecter son énergie dans le réseau global de l'OMVS. Le projet consiste en la construction d'un seuil, d'un barrage, d'un canal de dérivation et d'une usine hydroélectrique de 140 MW. Les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise Sino Hydro pour un coût d'environ 210 milliards de francs CFA. Délai d'exécution prévu, 48 mois et la création de plusieurs emplois. Pour l'instant, nous avons déjà commencé les préparatifs. Après le démarrage Gouina, il y aura environ 1000 personnes au total, y compris les personnels chinoises et travailleurs locaux. Gouina va renforcer les deux autres centrales hydroélectriques, le barrage de Manantali et celui de Felou. Le site que vous apercevez derrière les chutes ne disparaîtront pas, elles seront préservées. Et la centrale et le barrage qui vont être construits vont l'être de ce côté-là et la centrale va être beaucoup plus bas. Au niveau de la région de Kaye, toutes les dispositions semblent être prises pour réserver un accueil chaleureux aux différents chefs d'État.
depuis que nous avons appris l'événement, donc nous avons mobilisé la commission régionale d'organisation des fêtes et réceptions. Et cette commission est à pied d'œuvre. Donc il y a différentes sous-commissions au niveau de cette commission-là. Chaque sous-commission est chargée d'une activité bien précise. Et actuellement, c'est la commission assainissement qui va être la plus sollicitée. Nous avons la chance d'accueillir 4 chefs d'État, dont le nôtre. Donc j'en appelle donc à tous à se mobiliser, à déjà assainir devant chez eux et à sortir massivement le jour J pour qu'on réserve un accueil mémorable à nos hôtes de marque. Dans le cadre du volet pêche du projet de gestion intégrée des ressources en eau, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, avec l'appui de la Banque mondiale, a construit un marché de poissons à Caille et aménagé les berges du fleuve dans cette même ville. Il est également prévu la construction d'une chambre froide et l'équipement des bureaux. Ce que nous a donné, ça c'est l'infrastructure, le marché de poissons, les pirogues, les filets. L'infrastructure aussi comprend 11 magasins. Mais ces magasins-là, il y a 10 bureaux. Créé le 11 mars 1972 à Nouakchott, en Mauritanie, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal regroupe actuellement 4 États qui sont la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Le plan d'action de la vision du gouvernement sur l'éducation dans la loupe des acteurs nationaux et internationaux du secteur. Une rencontre de 2 jours qui examinera les 5 projets élaborés dans ce plan par le gouvernement. Elle permettra également d'engager des réflexions pour un plan intérimaire d'ici 5 ans. L'ouverture des travaux était présidée par le Premier ministre. Nando Dambélé, compte rendu. Le programme décennal de développement de l'éducation PRODEC, élaboré par l'État malien, devrait s'achever en 2012. Mais sa phase finale, le programme d'investissement sectoriel de l'éducation PIS 3 a été prolongé. C'est dans cette optique que ce plan d'action de la vision du gouvernement en matière d'éducation a été élaboré, lequel est partagé par les partenaires techniques et financiers du secteur. La volonté du gouvernement de faire du renouveau de l'école malienne un axe fort de ses préoccupations est fortement saluée et sa mise en œuvre réussie restera à tout moment au centre de nos préoccupations communes. Le plan qui traduit les nouvelles initiatives du gouvernement après la crise comporte 5 projets prioritaires portant sur l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, le développement des infrastructures et équipements scolaires, l'accélération de la scolarisation des filles, le développement de l'éducation non formelle au Mali et l'amélioration de la qualité des établissements privés d'enseignement. C'est au regard de ce constat que le président de la République a fait du développement de l'éducation l'une des priorités de l'action gouvernementale. Et les projets dont les documents vous sont soumis pour analyse approfondie portent entre autres sur des domaines sous-secteurs qui visent à concrétiser la vision du gouvernement en matière d'éducation. La reconstruction de l'école est au principe de notre stratégie de refondation. Les projets de documents qui vous sont aujourd'hui soumis s'inscrivent dans le cadre de l'opérationnalisation de la vision du président de la République. Ils sont également cohérents avec les axes de mise en œuvre du plan pour la relance durable du Mali 2013-2014, tel qu'approuvé par les partenaires et amis du Mali lors de la conférence de Bruxelles en mai 2013. Les travaux qui dureront 2 jours regroupent les experts du ministère de l'Éducation nationale, ses partenaires et des services déconcentrés et des ONG. Plus de 69 milliards de francs CFA, c'est le montant global de 3 conventions signées ce matin entre le gouvernement malien et ses partenaires européens. Il s'agit de l'Union européenne, de l'Agence française de développement et de la Banque européenne d'investissement. Ces signatures viennent appuyer la réalisation d'infrastructures à Kabala dans le but d'accroître la fourniture en eau potable dans la capitale et ses environs. Le compte rendu de Amadou Sankaré. La construction d'une station de traitement d'eau à Kabala d'une capacité de 144 000 m3 jour, la réalisation des infrastructures de stockage et de distribution d'eau potable à 1 million d'habitants de Bamako et environ d'ici à l'horizon 2017, voilà le projet qui sera soutenu par 3 partenaires de notre pays. Il s'agit de l'Union européenne qui met gracieusement à la disposition du Mali
un montant de plus de 11 milliards de francs CFA. Quant à l'Agence française de développement, l'AFD et la Banque européenne d'investissement, elles mettent respectivement dans la cagnotte environ 26 milliards et 33 milliards de francs CFA. Cette fois-ci, des prêts à des taux jugés très avantageux. Et le décompte final affiche un montant de près de 70 milliards de francs CFA. Le but recherché est de satisfaire les populations en matière d'eau potable. Le rythme de croissance démographique de la ville de Bamako, c'est 100 000 habitants par an. Sur ces bases, la population de Bamako pourrait dépasser les 6 millions d'habitants à l'horizon 2030. C'est pour nous le plus gros projet d'eau en Afrique de l'Ouest fait par l'AFD. On ne fait pas plus gros. Et ce projet est plus gros que n'importe lequel des projets correspondants en Île-de-France. Cet accompagnement, considéré comme exemplaire, intervient dans un contexte de sortie de crise pour le Mali et ouvre du coup la perspective à la réalisation de vastes projets de développement. Ce projet nous tient à cœur à plus d'un titre. D'abord, parce qu'il marque la reprise des activités de la Banque européenne d'investissement au Mali, après une période de crise. L'objectif n'est pas de construire des installations, mais bien de fournir de l'eau pendant de nombreuses années à une population. Et pour cela, il est important que des institutions fortes soient en place. Pour la partie malienne, la signature globale des 3 conventions constitue une véritable bouffée d'oxygène. La présente cérémonie, synonyme d'une coopération exemplaire entre d'une part l'Union européenne et la République du Mali et d'autre part entre la République du Mali et la République française, marque la volonté de la France et de l'Union européenne à contribuer constamment à la lutte contre la pauvreté au-delà de leur engagement pour la sécurité, la paix et la stabilité dans notre pays. Pour ma part, je puis vous assurer que toutes les dispositions nécessaires seront prises par le gouvernement du Mali pour la mise en œuvre convenable des obligations qui lui sont dévolues dans le cadre de la présente convention de coopération. En attendant la concrétisation de ce programme, de nombreuses populations de Bamako et environ continuent à souffrir de pénuries d'eau. Projet de renforcement de la santé et de la reproduction, il a été lancé aujourd'hui même par le ministère de la Santé, financé par la Banque mondiale pour près de 20 milliards de francs CFA. C'est un projet qui contribuera entre autres à améliorer la santé de la reproduction, réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile et fournir les méthodes de contraception aux femmes et jeunes filles. Fatoumata Kone pour plus de détails. Le projet Santé de la reproduction vient renforcer les efforts du gouvernement en matière d'accès des populations aux services de santé. Il s'agit de rendre accessibles les méthodes de contraception et les services de consultation prénatale et postnatale aux populations de Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso. Le but de ce projet est d'augmenter la capacité des services de santé, d'augmenter la fréquentation des services de santé, d'améliorer la qualité des services et d'augmenter le nombre de femmes qui vont avoir des accouchements assistés par du personnel qualifié afin de diminuer la mortalité maternelle et néonatale. L'équipe de la banque se tient à votre disposition pour également apporter une réponse rapide et collaborer dans le souci d'accélérer et de rendre les résultats visibles sur le terrain. Les objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine de la santé et de la reproduction ne sont pas encore atteints dans notre pays. La mortalité maternelle selon les DS4 est de 464 décès pour 100 000 naissances. Et ce n'est pas tout. La mortalité néonatale de 35 pour 1000 naissances vivantes. Et la mortalité infantile de 96 pour 1000 naissances vivantes. Seulement 59% des accouchements sont assistés par un personnel qualifié. Les femmes âgées de 15 à 49 ans, 10,3% d'entre elles utilisent des méthodes contraceptives. Le projet de renforcement de la santé de la reproduction est financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions d'euros, soit près de 20 milliards de francs CFA. Il a une durée de 5 ans. Et le programme opérationnel 5 du Fonds pour l'environnement mondial qui a été également lancé à Benko, dans la commune rurale de Tangadougou, financé à près de 360 millions de francs CFA par le PNUD,
Le nouveau programme concerne 20 micro-projets évoluant dans le domaine de l'environnement. Les zones concernées par le dit programme sont le bassin de Sankorani, la zone Tampo de la boucle du Baoulé, le Bafi et le delta intérieur du Niger. Le commentaire de Batraoré. Au Mali, des études récentes ont fait ressortir que plus de 8% des forêts sont en train de se dégrader selon les explications des spécialistes. Cette dégradation est due à l'érosion éolienne et hydrique des sols qui font que le pays perd plus de 7 tonnes de sol par hectare et par an selon toujours les informations fournies par les spécialistes. Grâce à ce phénomène, nous assistons à la disparition des espèces végétales et animales, d'où la pertinence de ce programme. Je voudrais insister sur le fait que la gestion de l'environnement ne peut être traitée indépendamment des autres questions de développement. Elle doit au contraire être intégrée dans les efforts de réduction de la pauvreté et de développement durable afin d'obtenir les résultats significatifs et durables. De la phase pilote en 1993 jusqu'à la phase opérationnelle, le Fonds pour l'environnement mondial a financé environ 300 projets. Malgré les succès réalisés par les structures bénéficiaires, des défis restent à relever. C'est pourquoi les communautés de base et nous plaidons pour la continuité, voire le maintien du significatif et pertinent programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial dans la perspective d'inverser la dégradation persistante de notre cadre de vie, notre environnement. Le ministre en charge du département de l'environnement se réjouit de cette marque de confiance accordée par le PNUD aux ONG bénéficiaires. La cérémonie de lancement qui nous réunit ce matin est la reconnaissance des résultats positifs obtenus par le Mali dans le cadre de la mise en œuvre des projets antérieurs du programme de microfinancement du Fonds mondial de l'environnement. Elle marque aussi le démarrage effectif des activités de la troisième année du FEP5, le montant de 360 millions de francs CFA. Ces projets sont relatifs à la gestion durable des terres, la gestion des polluants organiques consistants et la protection des eaux internationales. Le programme opérationnel 5 en 3 du Fonds pour l'environnement mondial concerne le bassin de Sankarani, la zone tampon de la boucle du Baoulé, le Bafi et le delta intérieur du Niger. Et c'est parti pour les travaux de la deuxième session du comité de pilotage du projet de développement du coton équitable et bioéquitable en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les rapports d'activité en vue de créer les conditions de mise en œuvre du projet renouvelé sont à l'ordre du jour. Les participants à cette deuxième session sont venus du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali, nous signale notre reporter Mamour Sidibé. Cette deuxième réunion du comité de pilotage du projet de développement du coton équitable et bioéquitable en Afrique de l'Ouest et du Centre est un cadre d'échange et de décision. C'est le lieu de passer en revue les grandes orientations du projet. Ces 2 jours, les travaux devront nous permettre de faire l'état d'avancement du projet et d'identifier avec l'ensemble des acteurs les principales difficultés afin d'apporter des orientations stratégique et de créer toutes les conditions indispensables à la mise en œuvre efficiente du projet. Les débats autour du rapport provisoire d'activité 2013, des résultats du deuxième comité d'orientation de suivi de la recherche, du projet PTF 2014 et des résultats de la revue à mi-parcours permettront aux participants de répertorier les faiblesses pour amélioration. En termes d'activités saillantes, on peut noter qu'au niveau du Burkina, c'est surtout la reprise et l'organisation des producteurs de coton équitable et bioéquitable et leur intégration à la fêtière nationale. Au niveau du Bénin, c'est surtout l'appui à l'organisation des producteurs de coton bioéquitable et leur arrimage à la CCNPC, qui est la fêtière nationale au niveau du Bénin. Au niveau du Mali, c'est surtout la résolution de la crise du Mobium, mais surtout le rapprochement du Mobium à l'Union nationale des sociétés coopératives du Mali. L'Agence française de développement assure l'accompagnement du projet pour faciliter sa mise en œuvre. Réconciliation, reconstruction et sécurité humaine, des thèmes qui concernent notre pays et qui sont au centre d'un atelier sur les migrants. Les participants ont 3 jours pour débattre de plusieurs thèmes, dont les questions migratoires ou le rôle de la société civile pour une sortie de crise. C'est le ministre des Maliens de l'extérieur qui a présidé l'ouverture des travaux. Isaac Tchenou.
La réconciliation, reconstruction et sécurité humaine est aujourd'hui un défi majeur dans notre pays. Migrants, qui est à sa 8e édition, place ce sujet au cœur de ce débat. Il s'agit d'instaurer le dialogue entre migrants, société civile et décideurs. Le courage intellectuel de poser ces questions est tout aussi important que le courage politique de les traiter et qu'il ne faut pas exiger seulement des militaires d'être courageux. Il est requis de nous tous aujourd'hui le courage et de poser ces questions globalement. Alors nous saurons que nous sommes le peuple malien et dans ses différentes composantes est prêt à relever le défi de la réflexion. Le ministre des Maliens de l'extérieur a précisé que le gouvernement fait de la question des migrations une priorité. Les questions de migration ont leurs racines dans beaucoup de choses à la fois. Que si nous voudrons effectivement résoudre cet ensemble de problèmes, il faut évidemment que nous réfléchissions et que nous apportons des solutions qui sont très appropriées. Le gouvernement actuel, vous savez, a placé cette question au cœur du débat également. Le président de la République est intraitable sur la question de la dignité des Maliens. Pendant 3 jours, les participants qui sont étrangers et maliens plancheront sur plusieurs thèmes, parmi lesquels comprendre le traitement de la question migratoire en Europe, les pièges du discours sur l'Afrique émergente et quelle société civile pour quelle sortie de crise. Nous poursuivons avec ce communiqué du ministre de l'Artisanat et du Tourisme qui a le regret de porter à la connaissance des Maliens qu'un incendie est survenu à la maison des artisans de Bamako et dans les annexes de la grande mosquée de Bamako hier dimanche 15 décembre. En fin d'après-midi, cet incendie déclaré vers 18 h a pu être maîtrisé aux environs de 21 h grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, de la police nationale, des artisans et surtout des populations riveraines. Par la grâce de Dieu, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Cependant, des dégâts matériels très importants ont été enregistrés. Une commission de crise a été aussitôt mise en place. Elle est composée de membres du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, du gouvernorat de Bamako, de la mairie du district de Bamako, de la mairie de la commune 2, de l'Assemblée permanente, des chambres de métiers du Mali, du comité de gestion de la maison des artisans de Bamako, du syndicat national des artisans du Mali et des victimes de l'incendie. Un compte-rendu fidèle sera fait au gouvernement dans les meilleurs délais. Et justement, sur ce sinistre, une de nos équipes de reportage s'est rendue sur place. Voyons le compte-rendu avec Abdul Karim Kaba. Une quarantaine de magasins, d'ateliers et de marchandises enfumées. Voilà le triste bilan de l'incendie déclaré ce dimanche au côté sud-ouest de la grande mosquée de Bamako. Selon les témoins, cet incendie serait dû à un court-circuit. Informé de la situation, le ministre délégué chargé des affaires religieuses et du culte est venu exprimer la compassion du gouvernement. Au regard de l'ampleur du sinistre, donc au nom du président de la République et du gouvernement, du chef du gouvernement, donc je me suis rendu sur les lieux pour constater de visu, adresser tout le réconfort moral des autorités de la République aux sinistrés et saluer l'esprit stoïque que j'ai rencontré avec ceci et qui est l'expression d'hommes et de femmes très croyants. Ensuite aussi un appel au regard de certains témoignages, l'inaccessibilité, les sapeurs-pompiers qui ont voulu être là à temps, qui n'avaient pas d'accès. Alors donc je crois qu'il y a aussi l'esprit civique. Présent sur le lieu, Mouanou Menkoro Traoré a apporté son réconfort aux victimes. Tout de suite, nous avons mis un comité de crise en place, composé des occupants, des associations sur place et la chambre de métiers locale, qui sont en train de faire un état des lieux qu'on va certifier par un expert et envoyer à qui des droits. Il faut signaler qu'en plus des magasins, une partie de la direction de la grande mosquée de Bamako a été aussi brûlée. Des Nations Unies pour les réfugiés a remis un véhicule 4x4 au ministère de l'administration territoriale. La cérémonie de remise était présidée par le premier responsable du département, Fadem Baketa. Le véhicule 4x4 mis à la disposition du ministère de l'administration territoriale est destiné à la Commission nationale chargée des réfugiés. Le geste couplé de remise des passeports aux réfugiés libériens s'inscrit dans le cadre de l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au gouvernement de la République du Mali. Ce geste qui vient de s'accomplir n'est qu'une solution durable pour
le HCR et les anciens réfugiés. Ce passeport leur permettra définitivement de ne plus dépendre de l'assistance du HCR, mais de voler de leurs propres mains en tant que citoyens libres. Ce renforcement des capacités de la Commission nationale facilite la mission de protection et d'assistance aux réfugiés et aux demandeurs d'asile dans notre pays. Lors de la 64e session du comité exécutif du programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le gouvernement du Mali, par ma voix, a exprimé sa ferme volonté d'organiser le plus vite possible le rapatriement volontaire de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins. C'est pour vous dire que le geste de ce matin vient à point nommé, car il permettra de renforcer les capacités logistiques de la Commission nationale qui jouera un rôle central dans la réalisation de cette opération de retour volontaire. Cette politique de soutien aux autorités maliennes s'ajoute à une première, celle qui a permis la dotation des agents recenseurs déployés par la Commission nationale chargée des réfugiés en moto dans les régions de Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou. Déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Mali. Selon le chef de la mission, l'ordre constitutionnel est de retour au Mali après la tenue du second tour des législatives. Louis Michel a salué la bonne organisation et le déroulement pacifique du scrutin. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a déployé 80 observateurs repartis dans les bureaux de vote de 5 des 8 régions du Mali. Pour en savoir davantage, écoutons Louis Michel au micro de Moussa Fallé. Les électeurs ont participé dans la tranquillité au second tour du scrutin législatif le 15 décembre dans la zone d'observation de la MEEUU. Les opérations de vote ont été généralement bien menées. La liberté d'expression a été garantie. Les élections législatives parachèvent ainsi le retour à l'ordre constitutionnel et s'inscrivent dans le contexte de sortie de crise politico-sécuritaire en cours. Les observateurs de la mission d'observation électorale de l'Union européenne ont évalué positivement, qualificatif très bien et bien, les opérations de vote à hauteur de 98% des 705 bureaux de vote observés. La mission rappelle au ministère de l'administration territoriale l'obligation du respect de ses engagements concernant la publication des résultats provisoires désagrégés par bureau de vote. C'est la seule garantie de traçabilité. La mission regrette vivement que la législation en vigueur n'impose pas à la Cour constitutionnelle ni clarification, ni justification, ni même communication quant aux critères qui ont présidé au traitement des procès-verbaux. En l'occurrence, il eût été opportun que la Cour pallie volontairement ou spontanément aux carences de la loi en assurant la transparence de son mode opératoire et en publiant notamment les résultats définitifs, bureau de vote par bureau de vote. La mission d'observation des élections du comité interparlementaire de l'UEMOA s'est également prononcée sur le deuxième tour des législatives dans notre pays. Les responsables de l'organisation sous-régionale se réjouissent des efforts consentis par les différentes institutions pour améliorer l'organisation du scrutin. Youssouf Diakité, compte rendu. Cette conférence de presse de la mission du comité interparlementaire de l'UEMOA fait le point du déroulement des élections législatives au Mali. Un scrutin du point de vue des responsables de l'UEMOA qui s'est déroulé normalement. Des efforts remarquables ont été faits par les différentes institutions pour améliorer l'organisation des élections par rapport aux élections présidentielles. Le matériel électoral a été disponible partout et en quantité suffisante. Les bureaux de vote ont ouvert à temps. Les partis politiques ont été représentés dans les bureaux de vote. Les règles et les procédures ont été respectées. Malgré cela, le CIP UEMOA fait des recommandations aux autorités et aux acteurs politiques maliens. La délégation du CIP UEMOA recommande aux autorités compétentes et aux candidats en liste de maintenir le climat apaisé qui a caractérisé les deux tours du scrutin. Aux États membres de l'UEMOA, l'adoption d'un système électoral harmonisé pour les élections afin de faciliter les processus électoraux et de rassurer les électeurs et leurs candidats.
Les journalistes ont posé des questions d'éclaircissement, particulièrement celles relatives à l'harmonisation des processus électoraux. Le souhait d'harmoniser, c'est d'agir sur ces quelques différences qui sont observées selon les États. Le vice-président du CIP UEMOA a saisi l'occasion pour remercier le gouvernement du Mali pour le succès de l'organisation des présentes élections législatives au Mali. 50 observateurs de la CEDEAO ont été déployés partout au Mali 24 heures après le scrutin. Le chef de la mission a fait une déclaration préliminaire suivant un extrait de la dite déclaration lue ici par Léopold Ouédraogo. Ces propos ont été recueillis par Abdelkarim Kaba. Entre les deux tours, la CEDEAO a continué le suivi de la situation dans le pays par l'intermédiaire du bureau du représentant spécial à Bamako et à travers son mécanisme d'alerte précoce. Pendant cette période, la situation sécuritaire est demeurée calme et fragile au sud, mais assez tendue au nord, suite aux attentats terroristes fréquents dans les régions de Tombouctou et de Kidal. Et néanmoins, les efforts conjugués des forces de défense et de sécurité du Mali, de la MINUSMA et des forces françaises ont permis de stabiliser, dans une certaine mesure, la situation dans le nord du pays. Sur le plan politique, le processus de dialogue naissant et l'engagement des principaux acteurs politiques pour l'aboutissement de la transition et la finalisation de la mise en place des institutions républicaines concourant à la consolidation de la démocratie au Mali ont contribué au renforcement de la confiance. Le problème du faible taux de participation a persisté à cause de plusieurs facteurs, dont notamment le manque d'engouement des électeurs, la privation d'un nombre considérable de nouveaux électeurs de leur droit de vote et les préoccupations de sécurité dans quelques régions du Nord. L'environnement le jour du scrutin, en particulier le processus de vote et la conduite des responsables électoraux, ont démontré le maintien des bonnes pratiques et, dans certains cas, une amélioration par rapport au premier tour des élections législatives. Les responsables du réseau d'ONG d'appui au processus électoral étaient également face à la presse cet après-midi. Le réseau, je vous le rappelle, avait déployé pour ces législatives 3300 observateurs. Abdrahman Mega. Bonnes conditions d'organisation, faible mobilisation des électeurs et pas d'incidents majeurs de nature à compromettre la régularité du deuxième tour des élections législatives. Voilà ce que l'on peut retenir de la déclaration faite par le réseau d'ONG d'appui au processus électoral au Mali. Ces informations ont été collectées et traitées par le réseau APEM à partir d'une plateforme mise en place pour la circonstance. Pour les autres échéances à venir, les élections communales qui sont profilées pour 2014, nous attendons à plus de soutien de la part de nos partenaires techniques et financiers pour pouvoir être présents dans l'ensemble des 703 communes du Mali qui seront concernées par ces élections et aussi par rapport à une plus grande représentativité et puis par rapport aussi à la pérennisation du pôle d'observation citoyenne électorale qui a quand même montré son efficacité avec l'organisation des élections générales de 2013. Pour la réussite des prochaines échéances électorales, le réseau APEM a formulé un certain nombre de recommandations, notamment la mise en place d'une structure pérenne de gestion des élections, la relecture de la législation sur les médias et la poursuite du renforcement de leur capacité en matière électorale. Après les élections présidentielles, les élections législatives et les élections communales, il faudra que tous les peuples maliens s'asseyent pour discuter des textes fondamentaux de la République. Il y a par exemple la Constitution, la loi électorale, la charte des partis politiques qui méritent d'être relus par l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse avoir un processus électoral fiable et équitable. La pérennisation du pôle d'observation citoyenne électorale, la moralisation de la délivrance des procurations aux mandataires et la poursuite de la sensibilisation des populations sur les enjeux du processus électoral sont entre autres recommandations qui ont été également formulées par le réseau APEM et ses partenaires.
L'actualité de nos régions, la deuxième session de la Cour d'assises de Caille au titre de l'année 2013 s'est ouverte aujourd'hui. Une trentaine d'affaires impliquant une cinquantaine d'accusés sont concernés par cette seconde session de Caille. Kansutu Kanouté. Pour cette deuxième session de la Cour d'assises de Caille, et ce pendant 10 jours ouvrables, 35 affaires impliquant 54 accusés, 53 parties civiles et 106 témoins seront soumises à l'examen de la Cour. Ces affaires varient entre les atteintes aux biens publics d'autrui, vol qualifié, association de malfaiteurs, coups mortels, infanticide. Cette session se déroule à un moment où notre pays s'apprête à récupérer de façon irréversible la place qui est la sienne dans le concert des nations. Nous avons été mis à l'épreuve. Cette épreuve a été émaillée par des actions de ce que j'appelle des shaitans. Le procureur général soulignera que le retour d'un nouveau Mali exige une nouvelle race d'intellectuels, d'hommes politiques, la restitution de son autorité, la lutte acharnée de tous contre l'impunité, la corruption, le népotisme, le favoritisme, le clientélisme. Nous avons laissé nos repères. Nous devenons de moins en moins religieux. Nous préférons la richesse à l'honnêteté, à l'intégrité. Donc les décisions de justice feront leur effet, mais il faut la qualité d'homme nécessaire. Quant au premier président de la Cour, Salikou Diarra, il a remercié le gouverneur de la région de Caille, les notabilités, les chefs de services régionaux, qui, en dépit de leurs occupations, ont tenu à être présents à cette session pour rehausser son éclat. Et nous poursuivons avec ce communiqué de l'organe chargé de la liquidation et de la dissolution du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. L'organe chargé de la liquidation donc du comité invite tous les ex-membres du comité détenteurs de véhicules, armements ou tout autre matériel de l'État mis à leur disposition dans le cadre ou à l'occasion de services à les déposer à la direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées à Kati avant le lundi 23 décembre 2013. Passé ce délai, il se réserve le droit de poursuite judiciaire pour abus de biens sociaux contre tout contrevenant. Les forces armées et de sécurité à Tombouctou qui s'engagent pour un cadre formel d'échange avec la population civile. C'est dans cette optique qu'elle vient d'initier des rencontres périodiques afin d'expliquer les dispositions sécuritaires mises en place. L'identification des réfugiés pour faciliter leur prise en charge sera aussi des discussions. À travers cette rencontre, l'armée instaure un cadre formel d'échange avec la population. La gestion de l'information par la mise à disposition d'un numéro vert 80 0044 permet aux citoyens de contacter les FAMA en cas de besoin. Les chefs de quartier, chefs de tribu et autres notables ont favorablement accueilli cette démarche des militaires. Quand l'armée vient au niveau de communauté pour renforcer la cohésion, c'est une bonne chose. Elle l'a fait avec la commune Salam. Aujourd'hui, elle est en train de le faire avec tous les maires sont présents, les chefs de quartier sont présents. C'est vraiment l'armée en train de parler pour qu'elle trouve la confiance et donner confiance aux populations. On est dans la ville, on est parti dans des campagnes, nous avons des gens là-bas qui nous informent de tout ce qui se passe. Maintenant, on va, parce que déjà, nous avons le numéro vert de l'armée. Tout le monde a ça. Il faut les informer à temps. Pour les officiers, cette dynamique sera maintenue afin de créer davantage la confiance entre les forces armées de sécurité et les civils. L'armée et les autres forces de sécurité essayent d'avoir une collaboration franche avec la population. Et c'est l'occasion aussi de remercier cette même population tombouctoutienne qui nous a réellement aidés. C'est eux qui sont les oreilles, les yeux, c'est sur vous qu'ils vont se baser. Ils font aussi des erreurs, comme tout être humain. Si vous voyez qu'il y a des excès, si vous voyez qu'il y a des insuffisances, n'hésitez pas de les soumettre. Cette rencontre a été mise à profit pour évoquer la nécessité de mieux organiser le retour des réfugiés en procédant à leur identification.
Actualité de nos régions, toujours une mission conjointe de la Banque mondiale et du gouvernement était en visite de terrain cette semaine dans le cercle de Koutiala la semaine dernière, donc en 3e région. Elle est allée constater l'impact du projet d'appui aux communautés rurales dans l'amélioration des conditions de vie des communautés bénéficiaires. Daouda Diakiti depuis Sikasso. Pour une prévision de 450 microprojets, 502 ont été réalisés, des appuis à plus de 300 établissements scolaires communautaires en matière de réhabilitation, de dotation en équipement, de matériel pédagogique et de fonds de roulement. À ceci s'ajoute le renforcement des capacités d'une trentaine de mutuelles de santé. Ce sont là quelques acquis du projet d'appui aux communautés rurales PACR en 7 ans de présence dans ces zones d'intervention, à savoir Ségou, Mopti, Tombouctou et Sikassou. Il s'agit donc à travers cette mission de la Banque mondiale, partenaire financier et du gouvernement de constater de près l'impact du projet dans l'amélioration des conditions de vie des communautés bénéficiaires. Ce que le PACR a fait à Bessouba ici, c'est à peu près 2 milliards de francs CFA dans tous les domaines. Nous recommandons tout simplement à ce que les groupements, les populations s'inspirent de ce que nous avons fait en très bonne réussite pour répliquer la même chose et qu'ils évitent de faire ce que nous avons fait de mauvais. Des acquis qui méritent d'être consolidés pour soutenir les efforts des plus hautes autorités dans leur lutte pour la réduction de la pauvreté en milieu rural. Même sans le projet aujourd'hui, je crois que c'est des activités qui vont continuer pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc nous ne pouvons que féliciter la banque, remercier les cadres du projet et que le gouvernement, dans la phase actuelle, verra comment assurer la pérennité des activités de développement par rapport aux populations. La réunion de synthèse avec les autorités régionales et les cadres des services techniques partenaires aura permis à la mission conjointe de la Banque mondiale et du gouvernement de tirer des enseignements dans la mise en œuvre du PACR qui a mobilisé 38 milliards de francs CFA pour les 7 ans d'activité au bénéfice des communautés. Reparlons éducation avec la 8e session stratégique du réseau ouest et centrafricain de recherche en éducation. Les chercheurs et enseignants venus des pays membres du ROCARI vont examiner plusieurs plans d'action dans le but d'accroître la visibilité du réseau et d'attirer l'attention des autorités sur leurs objectifs. Le compte-rendu de Aljumatina. Les enseignants et les chercheurs de l'espace du réseau ouest et centre-africain de recherche en éducation, ROCARI, se retrouvent de nouveau à Bamako. Il s'agira pour les participants francophones et anglophones de 17 pays que compte le ROCARI d'examiner l'ensemble des plans d'action de coordination nationale du réseau, puis d'évaluer la politique et les procédures de recherche en cours. Le ROCARI, dans le champ si important de l'éducation, a l'impérieuse obligation de se doter d'un organe chargé de veiller à la réalisation des activités de recherche dans le strict respect des normes scientifiques de la communauté universelle à laquelle elle appartient. De sa création en 1989 à Freetown à ce jour, le ROCARI a apporté une contribution remarquable à la création d'une base de connaissances sur la recherche en éducation. Des avancées significatives qui doivent être consolidées et améliorées pour aider les autorités politiques dans leur programme de développement. Dans chacun de nos pays, le réseau a effectivement créé un immense espoir auprès des autorités en charge de l'éducation. Celles-ci attendent de vous une contribution importante à l'édification d'un système éducatif performant. Au regard de la diversité des études menées, dans le cadre des subventions et des études transnationales, nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que votre contribution est appréciable. En marge de cette 8e session de stratégie, se tiendra aussi la 9e session du conseil d'administration du réseau. Page culturelle avec ce film Hamoubeya, qui veut dire en bozo les pêcheurs de sable. C'est le titre d'un film documentaire lancé hier à l'Institut français du Mali. L'œuvre de 72 minutes réalisée par André Samouti Diarra retrace le parcours de combattants des pêcheurs de sable. Le compte rendu de Modibo Soirée.
Réalisé entre juin et décembre 2011 à Bamako et à Mopti, ce documentaire nous plonge dans l'univers de la communauté Bozo travaillant sur le fleuve Niger. Ce peuple réputé pour sa maîtrise de la pêche débarque à Bamako pour extraire le sable, une activité lucrative qui répond justement aux besoins immobiliers de plus en plus croissants au Mali. L'idée est venue de cette rencontre-là que j'ai eue avec Nosco, à la suite du fait que j'ai été curieux quand j'ai vu les pirogues monter et descendre les soirs. Et donc du coup, je suis passé voir Nosco et il m'a informé de comment le travail se passait. Dans ce documentaire, à travers Gala, le pêcheur de sable, le personnage principal du film, on découvre les enjeux socio-économiques et surtout l'incertitude en l'avenir de ces métiers due à la baisse croissante du niveau du fleuve Niger. Hamoubeya, un film qui évoque non seulement l'extraction du sable, mais aussi et surtout d'autres points sensibles de la société liés au fleuve, notamment l'environnement, l'anthropologie et bien évidemment l'économie et la modernisation de ce secteur générateur de revenus. Depuis le début, j'ai vu que c'est un métier qui me sourit. C'est pourquoi je me suis basé là-dessus. Après la retraite, maintenant, j'ai continué sur ça. J'ai beaucoup gagné là-dedans. Au Mali, les Bozo détiennent tous les secrets du fleuve. Ils ont cette connexion avec les esprits des eaux que les autres communautés n'ont pas. Un point que le réalisateur a pris en compte en tournant ce documentaire. Hamoubeya, un film d'une qualité esthétique irréprochable, primé plusieurs fois lors des rencontres cinématographiques à travers le monde. Et la dernière en date est la gratification mention spéciale du jury au FESPACO 2013. Et page santé à présent, les lunettes, qu'elles soient optiques ou pas, sont aujourd'hui dans la vie de la plupart des Maliens. Mais celles que nous portons sont-elles vraiment celles dont nous avons besoin pour bien voir ou pour nous protéger contre les rayons solaires? Les éléments de réponse d'un Focus Santé, une réalisation de Kessira Dambélé. Les Maliens en général s'intéressent au verre qui pour se protéger contre la poussière dans la circulation, qui pour se corriger la vue. Mais cet intérêt peut s'accompagner de choix non judicieux comme le port de verres optiques sans consultation chez un spécialiste ou l'acquisition de ces verres dans des lieux non agréés. Sur un autre plan, vérifier l'acuité visuelle de nos enfants en âge scolaire n'est pas encore entré dans les habitudes malgré ses avantages. Avant d'aller à l'école, on va acheter la blouse, on va acheter les fournitures scolaires. En parallèle aussi, il faut faire un examen de vue pour savoir si notre enfant il voit très bien, donc parce que c'est le moyen pour bien communiquer avec dans la classe avec ses amis et avec l'enseignant, quoi. Toute notre vie, nos yeux sont exposés à des dangers. Parmi ces dangers figurent les rayons ultraviolets du soleil appelés UV. Ceux-ci sont présents dès le lever du soleil et il faut encore faire plus attention entre midi et 2 heures de l'après-midi puisqu'ils peuvent être source de lésions pouvant aller jusqu'à la cécité si nos yeux ne sont pas protégés. La solution, les verres solaires après une évaluation. La dernière génération des verres solaires sur le marché, c'est ce qu'on appelle les verres polarisés. Donc non seulement ces verres vous protègent contre les UV, mais vous protègent aussi contre les reflets horizontaux et verticaux qui peuvent entrer par des petites ouvertures. Nous avons aussi ce qu'on appelle sur les verres le traitement photochromique. Les verres photochromiques jouent le rôle de solaire, mais ils ont un temps pour bloquer les UV. Ce temps-là change en fonction des fabricants de verres photochromiques. Les spécialistes disent que se procurer de verres dans la rue sans évaluer ses besoins et sans connaître la qualité des verres peut contribuer à exposer plus nos yeux. Paramètres optiques, écart entre les pupilles et le cadre de vie du sujet sont entre autres éléments à prendre en compte dans le choix. Les verres qui se vendent dans la rue sont en général des verres qui ont échoué le test
à l'usine, le test de contrôle. Parce que vous savez, un verre, quand ça sort de l'usine, doit passer par des étapes pour être accepté, pour être des verres certifiés qualité. Il faut faire extrêmement attention. C'est des verres qui devaient être à la poubelle, mais qui se retrouvent aujourd'hui dans nos rues. À ces dangers s'ajoute l'usure du temps et de l'âge qui aboutissent généralement à des pathologies appelées amétropies en ophtalmologie. Dans la médecine, on parle de pathologie. Dans l'optique, on parle d'amétropie. Il y a quatre amétropies. Donc, il y a tout d'abord, on commence par la myopie. La myopie, c'est des soucis de vision de loin. Donc, le client, il a des soucis de vision de loin. Donc, elle se corrige par des verres, on les appelle des verres négatifs, moins, donc c'est moins 0,50, moins 1, tout. Et l'hypermétropie, on peut dire, c'est le contraire de la myopie. Donc le patient ou bien le client, il a des soucis pour la vision de près. D'accord ? Donc elle se corrige aussi par des verres correcteurs positifs. Il y a l'astigmatisme. Bon, l'astigmatisme, ça c'est une amétropie qui peut être associée à la myopie et à l'hypermétropie. Il y a maintenant la presbytie, la quatrième amétropie. La presbytie, c'est les soucis de lecture pour les personnes à partir de 40 ans. Donc, pour faire face aux divers besoins en verres optiques, Optivue fait le montage des verres optiques sur place pour les patients qui ont de plus en plus d'exigences, non seulement de santé, mais aussi d'esthétique. Le monde des médias en deuil, Mamadou Kaba n'est plus. Il est décédé hier à Paris des suites d'une maladie. Pour rappel, Mamadou Kaba fut président du Conseil supérieur de la communication, directeur général de la RTM, Radio-Diffusion Télévision du Mali, et ambassadeur du Mali en Égypte. Sidiki Dambélé pour un bref rappel de son parcours. L'homme pense pour déterminer lui-même sa position dans un espace donné, que cet espace soit l'espace médiatique, que ce soit l'espace national, et que donc il doit faire son travail dans cet espace-là, il est important qu'il se situe par rapport à cet espace et savoir quels sont ses moyens de manœuvre, qu'est-ce qu'il peut se permettre et qu'est-ce qu'il ne peut pas se permettre. Mamadou Kaba s'est éteint hier des suites d'une maladie à Paris. Ancien président du Conseil supérieur de la communication, directeur général de la RTM, Radio-Diffusion Télévision du Mali, et ex-diplomate, 30 ans de carrière bien remplie. Après son baccalauréat, il réussit le concours d'entrée à l'école de journalisme de Lille en France. Après ses études, il fera des stages en France et en Israël avant de commencer réellement à travailler au journal L'Essor où il publiera ses premiers articles sur les thèmes de l'information et le développement et politique et information. Le doyen est resté à l'Essor jusqu'en 1977 sans jamais subir aucune sanction professionnelle. En 1977, il est nommé directeur du CNPC, Centre national de production cinématographique. Sa philosophie, partout où tu vas, il faut donner le meilleur de toi-même. Et pour lui, sa nomination comme ambassadeur en Égypte était le résultat de son travail. Selon des témoignages, sa rigueur professionnelle et sa franchise lui ont coûté plusieurs inimitiés dans le monde de la presse malienne. Le Mali perd ainsi un grand intellectuel et un modèle pour la jeune génération des journalistes qu'il ne manquait pas de rappeler à l'ordre, car pour lui, le journalisme est un débat d'idées et d'échanges d'opinion publique. Il faut avoir des valeurs, la vérité, la justice, le travail et l'honnêteté. Paix à son âme, c'est la fin de cette édition. Retrouvez demain dans la journée Kadia Toukoun. Je serai là, s'il plaît à Dieu, pour les éditions du soir.